Mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de payer 2 billets, alors c'est ma sœur qui est partie en vacances. À leur retour, ils ont découvert que j'étais parti, pour de bon, et que j'avais emporté avec moi tout ce que j'avais acheté, Ils se sont mis à hurler. Je m'appelle Solène et à 28 ans, je ne m'attendais pas à devoir recommencer ma vie à zéro. J'avais accepté de grandir comme l'enfant la moins importante jusqu'à ce que mes parents annoncent que seule ma sœur les accompagnerait en vacances parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer 2 billets. Ce moment a brisé quelque chose en moi. Pendant qu'ils profitaient de leur escapade au bord de la mer, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai grandi dans un quartier typique de la classe moyenne à Écully, près de Lyon, avec des rues bordées d'arbres et des pelouses bien entretenues qui donnaient l'impression de vie de famille parfaite derrière chaque porte. Notre famille se composait de 4 personnes. Mon père, Stéphane, conseiller financier dans une entreprise locale, ma mère, Diane, qui travaillait à temps partiel comme assistante dentaire, ma sœur aînée, Camille, et moi. Dès mes plus lointains souvenirs, je pouvais sentir la différence dans la façon dont mes parents nous traitaient. Quand Camille a eu 8 ans, ils lui ont organisé une fête grandiose sur le thème des princesses avec un animateur professionnel et un gâteau personnalisé. Pour mon 8e anniversaire, 2 ans plus tard, maman a préparé un simple gâteau au chocolat et nous avons fait une petite réunion dans notre jardin. Papa a expliqué qu'ils avaient déjà fait le coup de la grande fête une fois et qu'il semblait inutile de recommencer. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance. Camille recevait toujours des vêtements neufs à chaque rentrée scolaire tandis que je portais ses vêtements de seconde main. Quand j'ai demandé un nouveau jean en 5e, parce que j'en avais marre de porter les styles démodés de Camille, maman a dit, c'est du gaspillage d'acheter des choses neuves quand des vêtements en parfait état sont disponibles. Pourtant, le week-end suivant, ils ont emmené Camille faire du shopping pour une toute nouvelle garde-robe d'hiver parce qu'elle devait être la plus belle pour la pièce de théâtre de l'école. J'ai tout essayé pour gagner leur amour et leur attention. J'ai eu d'excellentes notes tout au long de ma scolarité, j'ai rejoint le club de débat et j'ai gagné des concours régionaux. Mes parents hochaient la tête en disant « bon travail ». Mais leurs yeux s'illuminaient quand Camille ramenait un 14/20 ou était simplement sélectionné pour la chorale de l'école. Quand j'ai rapporté un trophée du championnat régional de débat, papa a dit « c'est bien, ma chérie », avant de se retourner pour aider Camille avec ses devoirs d'histoire où elle peinait à maintenir une moyenne de octobre 2020. Je suis aussi devenu l'aide de la famille, m'occupant des tâches ménagères sans qu'on me le demande. J'ai appris à préparer le dîner à 13 ans, je faisais la lessive pour toute la famille et j'aidais même papa avec le jardinage. Solène est juste naturellement plus responsable, disait maman à nos proches, non pas comme un compliment, mais comme une justification pour laquelle ils me demandaient plus et attendaient moins de Camille. Leurs explications semblaient toujours raisonnables prises isolément. Camille a besoin de plus de soutien pour ses devoirs ou Camille a besoin de plus de confiance en elle dans les situations sociales. Mais collectivement, elles formaient un schéma indubitable pour quiconque y prêtait attention. Malheureusement, personne ne le faisait. Adolescente, j'ai développé un fort esprit d'indépendance. J'ai commencé à faire du babysitting à 14 ans, économisant chaque euro que je gagnais. À 16 ans, je travaillais les week-ends dans un café local, utilisant mes gains pour acheter des choses que mes parents ne me fournissaient pas, des vêtements de meilleure qualité, des fournitures d'art pour mon intérêt grandissant pour le design, et finalement un ordinateur portable pour mes projets scolaires, alors que mes parents disaient que nous pouvions tous partager l'ordinateur familial. Pendant ce temps, Camille a reçu une voiture pour ses 18 ans. J'ai eu droit à des leçons de conduite et la permission d'utiliser occasionnellement la voiture de maman si je payais l'essence. Quand j'ai eu 18 ans, 6 mois plus tard, il n'y avait pas de voiture pour moi car nous avons déjà assez de véhicules dans la famille. À la place, ils m'ont offert un nouveau sac à dos et une calculatrice scientifique pour mes études. L'université a apporté plus de la même chose. J'ai postulé pour des bourses, travaillé 20 heures par semaine dans un laboratoire de design sur le campus et contracté de modestes prêts étudiants pour suivre le programme de design de l'université Lumière Lyon 2. Camille est allée dans une école privée avec le soutien financier total de nos parents, a changé de filière 3 fois et a obtenu son diplôme avec 1 an de retard, des notes moyennes et aucune expérience professionnelle. Malgré tout, j'ai excellé. Mon portfolio de design graphique a attiré l'attention d'une agence de Bordeaux lors de mon exposition de fin d'études et j'ai déménagé dans l'Ouest après avoir obtenu mon diplôme. Mon salaire de départ n'était pas impressionnant, mais c'était suffisant pour louer un petit studio et construire lentement une vie qui m'appartenait entièrement. Au cours des 6 années suivantes, je me suis établi professionnellement, devenant finalement designer senior avec un revenu respectable.
J'étais fier de mon appartement, le remplissant de meubles et de décorations soigneusement sélectionnés que j'achetais moi-même. Chaque objet représentait une petite victoire d'autosuffisance, le confortable canapé gris que j'ai acheté après ma première promotion, les œuvres d'art originales d'artistes locaux, l'équipement de cuisine de qualité qui reflétait mon amour pour la cuisine. Chaque fois que je rentrais à la maison, ce qui devenait moins fréquent au fil des ans, j'apportais des cadeaux pour tout le monde. Non pas parce qu'ils me rendaient l'appareil, mais parce que je voulais être le genre de fille et de sœur que j'aurais aimé qu'ils soient en tant que parents et fratrie. Papa acceptait les livres que j'avais choisis avec soin avec un merci distrait avant de demander à Camille ses derniers déboires amoureux. Maman plaçait les objets décoratifs que j'avais sélectionnés avec soin dans des zones moins visibles de la maison tout en exposant bien en évidence les achats impulsifs de Camille. Je maintenais une relation avec eux par sens du devoir et l'espoir persistant que quelque chose pourrait changer. À chaque fête et réunion de famille, j'arrivais avec un optimisme qui était inévitablement dégonflé par la dynamique familière, Camille au centre de l'attention, mes réussites mentionnées brièvement, si elles l'étaient, et mes contributions aux repas ou événements familiaux tenus pour acquises. Malgré tout, je maintenais mon indépendance. Mon appartement à Bordeaux est devenu mon sanctuaire, rempli de choses que j'avais gagnées. Mes amitiés proches avec des collègues et des voisins m'ont fourni le soutien émotionnel que ma famille ne m'a jamais donné. Je me construisais une belle vie selon mes propres termes, même si une petite partie de moi aspirait encore à la reconnaissance parentale que je n'avais jamais reçue. Je n'avais aucune idée qu'une simple annonce de vacances allait finalement me forcer à affronter la réalité de ma situation familiale et à prendre la décision la plus difficile de ma vie. La trahison s'est produite lors de ce qui aurait dû être un dîner de famille ordinaire. J'avais pris l'avion pour passer le week-end à la maison afin de célébrer le 55e anniversaire de papa, dépensant près de 400 € pour un vol de dernière minute qui a mis mon budget à rude épreuve. J'avais également apporté une montre de luxe comme cadeau, ayant économisé pendant des mois pour me la permettre. Le dîner a commencé assez agréablement. Maman avait préparé le bœuf bourguignon préféré de papa, et même Camille avait fait l'effort d'apporter un gâteau acheté en magasin. Après le dîner, alors que nous étions assis autour de la table avec du café et du gâteau, papa s'est raclé la gorge. Nous avons une grande annonce à faire, a-t-il dit en prenant la main de maman. Votre mère et moi avons économisé, et cet été, nous partons en vacances en famille à La Réunion pour 2 semaines. Mon cœur a bondi d'excitation. Des vacances en famille? Nous n'en avions pas pris depuis le lycée, lorsque nous avions passé un week-end dans un chalet au bord d'un lac. La Réunion semblait incroyable et exactement le genre d'expérience de rapprochement dont nous avions besoin. C'est incroyable, ai-je dit, sincèrement ravi. Quand partons-nous? Je vais devoir demander des congés au travail. Un silence inconfortable s'est installé à table. Maman a jeté un coup d'œil à papa, qui s'est soudainement montré très intéressé par sa tasse de café. Camille baissa les yeux sur son assiette, un petit sourire aux lèvres. Eh bien, dit finalement maman, le problème, Solène, c'est que nous n'avions pas les moyens de payer des billets pour tout le monde. J'ai eu l'impression qu'on me versait un seau d'eau froide. Que veux-tu dire? La Réunion, c'est cher, a expliqué papa, sans toujours me regarder dans les yeux. Nous avons économisé ce que nous pouvions, mais c'est seulement suffisant pour 3 billets et l'hébergement. Alors, dis-je lentement, la réalisation s'imposant à moi, vous partez sans moi. Camille a vraiment besoin de cette pause, s'est empressée d'expliquer maman. Elle est tellement anéantie depuis sa rupture avec Thomas. La rupture dévastatrice avait été une relation de 3 mois qui s'était terminée 2 mois plus tôt lorsque Thomas avait accepté un emploi dans une autre région. Camille avait eu 2 rendez-vous depuis. Je travaille à distance, dis-je en essayant de garder ma voix stable. Je pourrais contribuer à ma part. J'ai des économies. Ce n'est pas seulement le billet d'avion, a dit papa. C'est la chambre d'hôtel, les activités, les repas au restaurant. J'ai hoché la tête, essayant de digérer cette information sans montrer à quel point cela me blessait. Je comprends, les budgets sont serrés. La conversation a ensuite porté sur leur projet. L'hôtel en bord de mer, le lieu qu'ils avaient réservé, les journées de shopping, le tour en hélicoptère des îles. Il est devenu de plus en plus clair que l'argent n'était pas vraiment le problème. Les activités qu'ils décrivaient coûteraient des milliers d'euros en plus des frais de voyage de base. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis glissé dans le bureau de papa et j'ai trouvé l'itinéraire de voyage sur son bureau. Le coût total de leur voyage s'élevait à plus de 11 000 €. Un calcul rapide a montré que m'ajouter aurait augmenté le coût d'environ 25% au maximum si nous partagions l'hébergement.
Ils pouvaient se le permettre. Ils avaient simplement choisi de ne pas le faire. Le lendemain matin, Camille m'a coincé dans la cuisine. « Je suis vraiment désolé que tu ne puisses pas venir », a-t-elle dit, son expression d'une sympathie peu convaincante. « Peut-être la prochaine fois. » Avant que je puisse répondre, elle s'est lancée dans une description détaillée des maillots de bain qu'elle prévoyait d'acheter et des photos Instagram qu'elle prendrait sur les plages. Je suis resté là, ma tasse de café serrée dans la main, alors qu'elle divaguait sur le fait de créer des souvenirs en famille qui ne m'incluraient pas. De retour à Bordeaux, j'ai dû expliquer à mes amis et collègues pourquoi je ne me joindrais pas aux vacances familiales. Chaque explication semblait plus humiliante que la précédente. Ma famille va à La Réunion, mais il n'y avait pas de place dans le budget pour que je vienne, disais-je en essayant d'avoir l'air désinvolte. Tu ne pourrais pas payer ta part, a demandé une collègue, la confusion évidente dans sa voix. J'ai proposé, mais c'est compliqué, fut tout ce que je pus dire. L'humiliation s'est intensifiée lorsque les préparatifs des vacances ont commencé. Camille a créé un groupe de discussion familiale spécifiquement pour partager les plans pour la réunion, oubliant en quelque sorte que je pouvais tout voir. Il y avait des discussions sur les réservations de restaurants, des débats sur les plages à visiter et des messages excités sur l'achat de nouveaux vêtements de vacances. Maman a envoyé une photo de 3 chapeaux de plage assortis qu'ils avaient achetés avec la légende « Équipement pour les vacances en famille ». L'ironie d'appeler cela des vacances en famille alors qu'un quart de la famille était exclu ne m'a pas échappé. Papa a appelé une fois, apparemment après coup. On te rapportera un souvenir, a-t-il offert, comme si cela pouvait tout compenser. Quelque chose de joli d'une des boutiques. Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu, la voix creuse. Eh bien, nous voulons que tu te sentes incluse, a-t-il dit. La déclaration était si absurde que j'ai failli rire. Si vous vouliez que je me sente incluse, je serais en train de partir en vacances avec vous. Un silence inconfortable a suivi. Tu sais, nous t'emmènerions si nous pouvions nous le permettre, a-t-il finalement dit. Bien sûr, ai-je répondu, n'ayant plus l'énergie de faire semblant de le croire. La goutte d'eau a été lorsque Camille a appelé pour me demander si elle pouvait emprunter mon appareil photo de haute qualité pour leur voyage. Je veux prendre de très belles photos de nos souvenirs de famille, a-t-elle expliqué. L'audace de demander à emprunter mon appareil photo coûteux, pour lequel j'avais économisé pendant des mois, afin de documenter des souvenirs de famille qui m'excluaient délibérément, était trop forte. Je suis désolé, dis-je, me surprenant par mon calme. J'en ai besoin pour mon travail. C'était la première fois que je refusais l'une de ses demandes, et son silence choqué était à la fois satisfaisant et déchirant. À l'approche de leur date de départ, mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux se sont remplis de leurs publications excitées. Maman a partagé des photos de leurs valises bouclées. Camille a posté un compte à rebours avec des mises à jour quotidiennes sur son excitation pour le temps en famille. Papa s'est enregistré au salon de l'aéroport le matin de leur vol avec la légende, le début de notre aventure. J'ai regardé les photos, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. Il ne s'agissait pas seulement de vacances. Il s'agissait de 2 décennies à être traité comme inférieur, à voir mes sentiments ignorés, à devoir accepter des miettes d'attention pendant que Camille recevait le festin. Alors que leur avion décollait pour la Réunion, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Les premiers jours après leur départ, je me suis plongé dans le travail, acceptant des projets supplémentaires et restant tard au bureau. Mes collègues ont remarqué ma soudaine productivité, ignorant que j'utilisais le travail pour éviter d'affronter les émotions douloureuses qui bouillonnaient juste sous la surface. Tu sembles très concentré ces derniers temps, a commenté ma patronne après que j'ai soumis un projet 2 jours avant la date limite. J'essaie juste de rester occupé, ai-je répondu avec un sourire crispé. La nuit, seul dans mon appartement, les distractions s'évanouissaient. Je restais éveillé, rejouant des souvenirs de toute ma vie, les voyant avec une nouvelle clarté. La fois où mon projet d'art de 5e a remporté un prix régional, et mes parents ont manqué la cérémonie parce que Camille avait un rhume. La remise des diplômes du lycée où ils ont passé toute la célébration à parler des projets universitaires de Camille, bien qu'elle ne soit qu'en seconde. Le Noël où Camille a reçu un nouvel ordinateur portable alors que j'ai eu une carte cadeau. Chaque souvenir piquait à nouveau, comme s'il venait de se produire. Le schéma était si clair maintenant que je ne comprenais pas comment j'avais pu le normaliser pendant si longtemps. Le point de rupture est survenu 3 jours après le début de leurs vacances, lorsque Camille a posté une série de photos de plage sur les réseaux sociaux. L'une montrait mes parents et ma sœur, les bras les uns autour des autres, rayonnant devant l'appareil photo avec un magnifique coucher de soleil derrière eux. La légende disait,
tellement béni d'avoir les vacances en famille les plus incroyables de tous les temps. Rien de mieux que du temps de qualité avec les personnes qui comptent le plus. Je me suis assise sur mon canapé, fixant ces mots, les personnes qui comptent le plus. L'implication était claire. Je n'en faisais pas partie. Quelque chose s'est brisé en moi. Pour la première fois depuis que j'étais une petite fille, j'ai sangloté ouvertement, de grands cris haletants qui semblaient arracher du plus profond de ma poitrine. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait tant essayé de mériter un amour qui aurait dû lui être donné gratuitement. J'ai pleuré pour l'adolescente qui avait travaillé 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. J'ai pleuré pour l'adulte qui espérait encore, malgré toutes les preuves, qu'un jour les choses changeraient. Quand les larmes se sont finalement calmées, j'ai appelé ma meilleure amie, Sarah. Nous nous étions rencontrés à l'université et étions restés proches malgré la distance lorsqu'elle avait déménagé à Nantes pour le travail. Elle était la seule personne qui comprenait vraiment ma dynamique familiale, l'ayant vue de ses propres yeux lors de plusieurs visites. Je ne sais pas pourquoi je suis encore surprise quand ils font des choses comme ça, ai-je dit après avoir expliqué la situation. Parce que tu continues d'espérer qu'ils changeront, a répondu doucement Sarah. Solène, as-tu déjà pensé que ce n'était pas seulement du favoritisme? Ce qu'ils font, c'est de la violence psychologique. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ça semble extrême, ai-je protesté faiblement. Vraiment? Ils privilégient constamment ta sœur, ignorent tes sentiments et t'excluent des événements familiaux. Ils te font douter de toi-même quand tu les remets en question. En quoi ce n'est pas de la violence? Je n'avais pas de réponse. Que dirais-tu si une amie te décrivait cette même situation, a-t-elle insisté. J'y ai réfléchi. Je leur dirais qu'elle mérite mieux. Exactement, a dit Sarah. Alors, pourquoi ne mériterais-tu pas mieux? Cette question a résonné dans mon esprit pendant des jours. La semaine suivante, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Le docteur Fournier était une femme d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants et une manière directe que j'ai immédiatement appréciée. Après lui avoir expliqué ma situation familiale, elle a hoché la tête pensivement. Ce que vous décrivez est une dynamique classique de l'enfant en or et du bouc émissaire. C'est malheureusement courant dans les systèmes familiaux, mais cela n'en diminue pas les dommages. Mais il ne me frappe pas et ne m'insulte pas, ai-je dit. Est-ce vraiment de la violence? La négligence émotionnelle est une forme de violence, a-t-elle expliqué. Traiter constamment un enfant comme ayant moins de valeur qu'un autre cause un préjudice psychologique profond. Le fait même que vous vous demandiez si votre douleur est légitime est un symptôme de cette dynamique. Au cours des séances suivantes, le docteur Fournier m'a aidé à voir comment ce schéma familial avait façonné ma perception de moi-même et mes comportements. Ma surperformance était une tentative de gagner leur approbation. Mon indépendance était un mécanisme de protection. Mon espoir continu de changement était une réponse à un traumatisme. Mais je les aime, ai-je dit lors d'une séance particulièrement difficile. Ils sont toujours ma famille. Bien sûr que vous les aimez, a-t-elle répondu. Et c'est ce qui rend cela plus difficile. Mais l'amour ne vous oblige pas à accepter la maltraitance. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'établir des limites. Des limites. Le mot semblait étranger mais libérateur. Je n'avais jamais considéré que j'avais le droit de poser des limites avec ma famille. Entre les séances de thérapie, j'ai commencé un inventaire de ma relation avec mes parents et ma sœur. J'ai listé chaque contribution financière que j'avais faite aux événements familiaux, chaque fois que j'avais voyagé pour les voir par rapport à leur visite chez moi, chaque fois que mes réussites avaient été minimisées tandis que celles de Camille étaient célébrées. Les résultats étaient surprenants. Au cours des 6 dernières années, j'avais dépensé plus de 7 000 € en vol pour rentrer chez moi. Il m'avait rendu visite une seule fois, lorsque Camille avait voulu voir un concert à Bordeaux. J'avais contribué au repas de fête, aux cadeaux de famille et même aidé à payer les réparations de la voiture de papa lorsqu'elle était tombée en panne lors de ma visite l'année dernière. La liste des affronts et des rejets remplissait plusieurs pages de mon journal. Un soir, j'ai trouvé une boîte de vieux journaux intimes dans mon placard. J'ai commencé à lire des entrées du lycée et de l'université, choqué de voir avec quelle clarté mon moi plus jeune avait documenté le favoritisme. Mon moi de 17 ans avait écrit « Maman s'est fâchée quand j'ai demandé des lentilles de contact, elle a dit que je devais utiliser les lunettes de ma prescription de l'année dernière. Camille a eu des lentilles la semaine dernière parce qu'elle doit être la plus belle pour le bal de fin d'année. J'ai aussi un bal. » L'épreuve était accablante. Ce n'était pas un développement récent ou mon imagination.
C'était un schéma de toute une vie. Pendant cette période de réflexion, j'ai aussi réalisé quelque chose de profond. Tout ce qui se trouvait dans mon appartement, tout ce que j'appréciais vraiment, je l'avais acquis moi-même. Mes meubles, mes œuvres d'art, mes livres, mon équipement de cuisine, même mes plantes. J'avais construit une vie où je n'avais pas besoin de dépendre de qui que ce soit d'autre pour la validation ou le soutien. Un soir, alors que j'étais assise au milieu du bel espace que je m'étais créé, une pensée puissante a fait surface. Et si j'arrêtais d'attendre qu'il change et que je changeais plutôt la seule chose que je pouvais contrôler, ma participation à cette dynamique? Le docteur Fournier avait parlé de la façon dont les systèmes familiaux résistent au changement. En continuant à jouer le rôle qui m'était assigné, j'aidais à maintenir le système même qui me faisait du mal. Que se passerait-il si je m'en éloignais simplement? La pensée était terrifiante mais exaltante. Il me restait 2 semaines avant que ma famille ne revienne de la Réunion. 2 semaines pour décider si j'étais prête à prendre la décision la plus difficile de ma vie. Je me suis assise à ma table de cuisine ce soir-là, mon journal ouvert, et j'ai écrit une seule question: à quoi ressemblerait le fait de me choisir en premier? Alors que je commençais à écrire des réponses possibles, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un poids se soulevant, un poids que je ne réalisais même pas que je portais. Au matin, ma décision était prise. J'utiliserai leur absence pour changer complètement ma vie. Non par dépit ou vengeance, mais comme un acte de respect et de préservation de soi. Pour la première fois en 28 ans, je me choisissais. Avec une clarté d'esprit, je me suis lancé dans la planification de ma nouvelle vie. D'abord, j'ai créé un inventaire détaillé de tout ce que j'avais acheté et qui se trouvait actuellement chez mes parents. Au fil des ans, j'avais contribué de manière significative aux articles ménagers, pensant que je construisais une vie de famille partagée. La télévision du salon que j'ai achetée quand papa s'est plaint de regarder le sport sur leur ancien modèle. La machine à café haut de gamme qui a remplacé celle qui était cassée dans la cuisine. Les meubles de la chambre d'amis que j'ai achetés quand maman a mentionné vouloir la moderniser. La tondeuse à gazon que j'ai offerte à papa pour son anniversaire il y a 3 ans. Divers appareils de cuisine, objets décoratifs et linge de maison que j'avais offerts pour les fêtes et les anniversaires. La liste était plus longue que prévu, remplissant 2 pages de mon carnet. Chaque article représentait une tentative de contribuer à une famille qui ne m'avait jamais pleinement incluse. Ensuite est venue la décision la plus importante: où aller. Je pouvais rester à Bordeaux, mais l'idée de rester si accessible à ma famille me semblait étouffante. Je voulais un nouveau départ, quelque part de complètement nouveau. Nantes m'est immédiatement venue à l'esprit. Sarah m'invitait à lui rendre visite depuis des années, décrivant la communauté créative et les beaux paysages. C'était à peu près aussi loin que possible de Lyon tout en restant en France métropolitaine. La distance me semblait symbolique autant que pratique. J'ai appelé ma patronne le lendemain matin. Jeanne avait toujours soutenu ma carrière et avait récemment encouragé les membres de l'équipe à envisager des postes en télétravail alors que l'entreprise se développait. J'ai réfléchi à votre offre de télétravail, ai-je dit lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau. Vous êtes intéressé, a-t-elle demandé, l'air ravi. C'est génial. Vous êtes l'une de nos meilleures designers et je détesterais vous perdre. Je le suis, mais je voudrais déménager à Nantes. Elle a haussé les sourcils. C'est un grand déménagement. Le décalage horaire aussi. Je sais, mais je suis prête pour un changement. J'adapterai mon emploi du temps, je serai disponible pour toutes les réunions clients, quelle que soit l'heure. Et je reviendrai tous les trimestres pour des sessions d'équipe en personne. Nous avons discuté de la logistique pendant près d'1 heure. À la fin, nous avions un accord, je passerai au télétravail avec un léger ajustement de salaire pour tenir compte du coût de la vie plus élevé à Nantes. Je commencerai le nouvel arrangement dans 2 semaines, ce qui me laisserait le temps de déménager. Le travail étant assuré, je me suis tourné vers le logement. J'ai passé des soirées à rechercher des quartiers de Nantes, à comparer les prix des loyers et les commodités. Après des visites virtuelles de cet appartement, j'ai trouvé un 2 pièces dans le quartier de l'île de Nantes avec de grandes fenêtres, un petit balcon et à distance de marche de plusieurs parcs. Le bail exigeait une caution considérable à court préavis, mais j'avais économisé assidûment pendant des années. J'ai signé les documents électroniquement et transféré les fonds, ressentant une vague de terreur et d'exaltation en m'engageant dans mon nouveau chez-moi. Ensuite, il y a eu la logistique du déménagement à travers le pays. J'ai demandé des devis à plusieurs entreprises de déménagement, choisissant finalement une qui était spécialisée dans les déménagements longue distance. Le coût était important,
près de 2500 €, mais il pouvait s'adapter à mon calendrier et offrait des services d'emballage complet. Je devais aussi décider de ce qui viendrait avec moi. Les gros meubles resteraient à Bordeaux et seraient vendus rapidement. J'ai trouvé un dépôt-vente qui a accepté de tout gérer, estimant que je pourrais récupérer environ 40% de la valeur d'origine. Je n'emporterai que ce qui tiendrait dans plusieurs grandes valises, vêtements, souvenirs personnels et quelques petits objets de valeur sentimentale. Mais le plus important, c'était de récupérer mes affaires de la maison de mes parents à Lyon. J'ai engagé une autre entreprise de déménagement pour se rendre chez eux la veille de leur retour de la Réunion. J'ai fourni un inventaire détaillé et une copie de ma carte d'identité pour prouver la propriété des articles. Les déménageurs emballeraient tout ce qui figurait sur ma liste et le transporteraient vers un garde-meuble à Nantes où je pourrais le récupérer après mon arrivée. Les calculs financiers étaient dégrisants. Entre la rupture de mon bail à Bordeaux, les cautions à Nantes, les frais de déménagement et le logement temporaire en attendant que mon appartement soit prêt, je dépenserais la plupart de mes économies. Mais comme le docteur Fournier l'a souligné lors de notre séance de cette semaine-là, j'investissais dans ma santé mentale et mon bonheur futur. Au fur et à mesure que le plan prenait forme, je ressentais une étrange combinaison de deuil et de libération. Je pleurais la relation familiale que j'avais toujours voulu mais jamais eue, tout en me libérant simultanément de l'attente qu'elle changerait un jour. J'ai géré soigneusement mes réseaux sociaux, postant normalement sur mes projets professionnels et mes activités à Bordeaux pour ne pas éveiller les soupçons. Camille continuait d'inonder mon fil d'actualité de photos de vacances, chacune renforçant le fait que j'avais pris la bonne décision. Le week-end avant le retour de ma famille, j'ai commencé à emballer méthodiquement mon appartement de Bordeaux. Chaque article allait dans l'une des 3 catégories, vendre, donner ou emporter à Nantes. J'ai été impitoyable dans mon tri, ne gardant que ce qui m'apportait vraiment de la joie ou servait un but nécessaire. En emballant la photo encadrée de ma remise de diplôme universitaire, le seul événement familial où je m'étais senti vraiment fier en leur présence, j'ai décidé de la laisser derrière moi. Ma nouvelle vie ne serait pas définie par la recherche de validation auprès de personnes peu disposées à la donner. J'ai rédigé des brouillons de mai pour mes amis de Bordeaux, expliquant mon déménagement et promettant de rester en contact. J'ai fait des recherches sur les cafés et les studios de design à Nantes, où je pourrais trouver une communauté. J'ai créé un budget pour mes 3 premiers mois, en tenant compte de toutes les dépenses et des urgences potentielles. La dernière nuit avant l'arrivée des déménageurs chez mes parents, j'ai écrit la lettre la plus difficile de ma vie. Il m'a fallu 7 brouillons pour trouver le ton juste. Ferme mais pas en colère, clair mais pas vindicatif, final mais pas cruel. Chère maman, papa et Camille, commençait-elle. Au moment où vous lirez ceci, j'aurai déménagé à Nantes pour commencer un nouveau chapitre de ma vie. J'ai expliqué ma décision calmement, citant des exemples spécifiques du favoritisme sans accusation. J'ai détaillé les articles que j'avais pris et pourquoi. J'ai exprimé l'espoir qu'un jour nous pourrions construire une relation plus saine, mais j'ai clairement indiqué que cela nécessiterait des changements importants dans la façon dont il me traitait. J'ai terminé par « Je vous aimerai toujours », mais j'ai finalement appris à m'aimer assez pour ne pas accepter d'être traitée comme moins importante. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous pourrez comprendre que cette distance est nécessaire pour mon bien-être. J'ai fait en sorte que la lettre soit laissée sur la table de la cuisine où ils la trouveraient immédiatement à leur retour. À l'approche du jour du déménagement de la maison de mes parents, j'ai coordonné avec l'entreprise de déménagement par téléphone, en fournissant les informations d'accès pour la clé de secours que mes parents gardaient toujours sous une fausse pierre près de la porte arrière. Je me sentais étrange de diriger des inconnus pour entrer dans la maison de mon enfance en l'absence de ma famille, mais je me suis rappelé que je ne prenais que ce qui m'appartenait de droit. Les déménageurs ont envoyé des photos de confirmation au fur et à mesure qu'ils emballaient chaque article de ma liste. Voir mes biens être mis en boîte dans la maison où j'ai grandi a suscité des émotions inattendues, mais je suis resté résolu. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de récupérer ma propre valeur et les manifestations physiques de mes contributions qui n'avaient jamais été correctement appréciées. Avec tout en mouvement, j'ai fait une dernière promenade dans mon quartier de Bordeaux, disant au revoir à la boulangerie où j'achetais mon café du matin, au parc où je dessinais les week-ends, à la librairie où le propriétaire connaissait mes préférences. J'ai ressenti une pointe de tristesse en quittant cet endroit où j'avais construit ma première vie indépendante. Mais l'excitation de ce qui m'attendait l'emportait sur la mélancolie. Mon plan était en place. Dans moins de 48 heures, ma famille rentrerait dans une maison où manqueraient de nombreux objets qu'ils avaient tenus pour acquis, tout comme ils m'avaient tenu pour acquise, et je serais dans un avion vers mon nouveau départ à plus de 800 km de là. Le matin du jour du déménagement est arrivé avec une clarté surprenante.
Je m'attendais à me sentir anxieuse ou en conflit, mais j'ai plutôt ressenti une certitude calme que je faisais le bon choix. Je me suis réveillé avant mon réveil, j'ai préparé une dernière tasse de café dans mon appartement de Bordeaux et j'ai regardé le lever du soleil depuis ma fenêtre une dernière fois. L'équipe de déménagement est arrivée précisément à 8 heures, une équipe de 3 femmes efficaces qui ont rapidement évalué la quantité relativement faible de choses que j'emportais. La plupart de nos clients ont plus d'affaires, a commenté la responsable en examinant mon inventaire. Je voyage léger pour ce nouveau chapitre, ai-je répondu, surprise par la légèreté de ma propre voix. Elles ont travaillé méthodiquement, emballant mes quelques objets choisis dans des matériaux de protection et étiquetant chaque boîte avec des descriptions précises du contenu. À midi, tout était chargé dans leur camion. Et je me tenais dans l'appartement vide qui avait été ma maison pendant 6 ans. L'espace semblait différent sans mes affaires, plus petit en quelque sorte, mais aussi plein de souvenirs. J'ai passé la main sur le comptoir de la cuisine où j'avais appris à faire des pâtes fraîches. Je me suis tenu près de la fenêtre où j'avais regardé d'innombrables tempêtes de neige. Je me suis souvenu d'avoir ramené à la maison mon premier grand prix de design et de n'avoir personne avec qui célébrer, sauf moi-même. Avant de partir, j'ai écrit une note de remerciement à mon propriétaire, qui avait été compréhensif quant à ma rupture anticipée du bail. J'ai inclus 1 mois de loyer supplémentaire en guise de bonne volonté et j'ai laissé les clés sur le comptoir comme convenu. En fermant la porte pour la dernière fois, j'ai murmuré un merci à l'espace qui m'avait abrité pendant mes premières années de véritable indépendance. Dehors, ma voisine, Madame Dubois, promenait son terrier. Elle s'est arrêtée quand elle a vu mes valises. « Vous ne nous quittez pas, j'espère, ma chère ?» a-t-elle demandé, une déception sincère dans la voix. « Si. Je déménage à Nantes pour un nouveau départ. »« Si soudainement ? Je ne savais pas que vous prépariez un déménagement. » J'ai souri. Parfois, les meilleures décisions se prennent rapidement. « Eh bien, vous allez nous manquer. Vous avez été une si charmante voisine, toujours si calme et prévenante. » Sa simple reconnaissance de ma présence et de ma contribution positive m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Cette dame âgée avec qui je n'interagissais qu'occasionnellement m'avait montré plus d'appréciation sincère que ma famille ne le faisait habituellement. « Merci, Madame Dubois. Cela me touche beaucoup. » J'ai pris un VTC pour l'aéroport, regardant les toits de Bordeaux s'éloigner au loin. Au même moment, selon mon calendrier soigneusement orchestré, des déménageurs arrivaient chez mes parents à Lyon. Ils emballaient efficacement tous les articles de ma liste d'inventaire, de la télévision aux appareils de cuisine en passant par le matériel de jardinage dans le garage. J'avais une escale de 3 heures à Paris, que j'ai passée en appel vidéo avec Sarah pour finaliser les détails de mon arrivée à Nantes. Elle m'avait proposé sa chambre d'amis jusqu'à ce que mon appartement soit prêt à m'accueillir. Les déménageurs viennent de confirmer qu'ils ont terminé chez tes parents, a dit Sarah en regardant son téléphone. Tout est en cours de chargement pour être transporté à Nantes. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé, étudiant mon visage à travers l'écran. J'ai réfléchi attentivement à la question. Plus légère, ai-je finalement dit. Comme si j'avais déposé quelque chose de très lourd que je portais depuis des années. Bien, a-t-elle hoché la tête. C'est exactement comme ça que tu devrais te sentir. Mon avion a atterri à Nantes juste après 19 heures. L'air était différent ici, plus frais et plus humide que l'air sec de Bordeaux auquel j'étais habitué. La Loire scintillait au loin, un paysage totalement différent de tout ce que j'avais connu dans ma vie antérieure. Sarah attendait aux arrivées, son visage familier, une vue bienvenue dans cet endroit inconnu. Nous nous sommes serrés fort dans les bras, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti les larmes monter. « Tu l'as fait ?» a-t-elle murmuré. « Je suis si fier de toi. » Son appartement était un confortable 3 pièces dans le quartier de la Création, rempli de plantes et d'œuvres d'art colorées. Elle avait préparé la chambre d'amis avec des fleurs fraîches et un panier de bienvenue de friandises locales de Nantes. « Ce n'est pas grand-chose » s'est-elle excusée. « Mais c'est chez toi jusqu'à ce que le tien soit prêt. » C'est parfait, les jeux assurés, submergés par la prévenance de son accueil. Ce premier soir à Nantes, nous nous sommes assises sur son balcon, buvant du vin et regardant le coucher de soleil sur l'estuaire de la Loire. La beauté était à couper le souffle. Si différente de tout ce qu'il y avait à Lyon ou à Bordeaux. Demain va être difficile, a dit doucement Sarah. Ils seront rentrés et trouveront ta lettre. J'ai hoché la tête, prenant une profonde inspiration de l'air salin. Je sais, mais pour la première fois, leur réaction n'est pas ma responsabilité. J'ai dit ce que j'avais à dire.
Mon téléphone est resté éteint. Je n'étais pas prête à gérer le flot inévitable de messages qui arriveraient une fois qu'ils découvriraient mon absence et les objets manquants. Cela pouvait attendre demain, après que j'ai eu une nuit de paix dans ma nouvelle ville. Le lendemain matin s'est levé brumeux et frais. Je me suis réveillé désorienté un instant avant de me souvenir où j'étais et ce que j'avais fait. Aujourd'hui, ma famille rentrerait dans une maison partiellement vidée d'objets qu'ils n'avaient jamais vraiment appréciés, tout comme ils ne m'avaient jamais vraiment apprécié. J'ai allumé mon téléphone, me préparant aux notifications. Rien pour l'instant. Leur vol n'avait pas dû atterrir, ou peut-être était-il encore en transit depuis l'aéroport. Ce répit temporaire m'a permis de profiter d'une matinée tranquille avec Sarah avant qu'elle ne parte travailler. Vas-y doucement aujourd'hui, a-t-elle conseillé. Explore le quartier situé en Azanvi, mais ne te mets pas la pression pour faire quoi que ce soit. C'est beaucoup à digérer. J'ai passé la matinée à installer mon ordinateur portable et à me connecter avec mon équipe de design à Bordeaux. Le travail m'a offert une distraction bienvenue, les défis créatifs familiers manqueront au milieu de tant de changements. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer sans interruption. SMS, messages vocaux, notifications sur les réseaux sociaux. Ils étaient arrivés à la maison et avaient découvert à la fois mon absence et les objets manquants. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à trier les messages. Papa, Solène, appelle-nous immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Maman, comment as-tu pu prendre nos affaires sans permission? Appelle à la maison maintenant. Camille, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Maman et papa paniquent. 10 autres messages ont suivi en succession rapide, chacun plus exigeant que le précédent. Les messages vocaux étaient pires. La voix de papa s'élevant de colère, maman pleurant en arrière-plan. J'ai attendu le soir pour répondre, en composant un seul SMS groupé. Je n'ai pris que ce que j'ai acheté. Tout ce que j'ai pris m'appartient. J'ai expliqué mes raisons dans la lettre. S'il vous plaît, respectez mon besoin d'espace pour le moment. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai rejoint Sarah pour dîner dans un restaurant local, mon premier repas en tant que résidente de Nantes. Le poids de la réaction de ma famille était lourd, mais en dessous se trouvait un sentiment de liberté croissant que je n'avais jamais connu auparavant. Le lendemain, j'ai eu une séance virtuelle avec le docteur Fournier, qui m'a aidé à gérer les émotions complexes entourant ma décision. Rappelez-vous que leur colère vient de la perturbation du système familial, a-t-elle expliqué. Quand quelqu'un arrête de jouer le rôle qui lui est assigné, cela force tout le monde à affronter des vérités inconfortables. Pensez-vous que j'ai eu tort de tout prendre sans les avertir, ai-je demandé. Vous avez pris ce qui vous appartenait après des années à donner sans reconnaissance appropriée. Leur surprise n'est pas votre responsabilité. C'était une étape nécessaire pour établir que vos contributions ont de la valeur. Au cours des jours suivants, je me suis installé dans une routine à Nantes. Les matinées étaient consacrées au travail, les après-midi à l'exploration de ma nouvelle ville, les soirées à gérer les retombées continues avec ma famille. J'ai trouvé un café avec vue sur la Loire où je pouvais travailler pendant des heures sans être dérangé. J'ai découvert un marché où les vendeurs accueillaient chaleureusement les nouveaux venus. J'ai commencé à imaginer ce que ma vie ici pourrait devenir. L'entreprise de garde-meubles m'a prévenu lorsque mes affaires de Lyon sont arrivées. Voir mes biens disposés dans le box de stockage était surréaliste. Ces choses familières, maintenant déplacées comme je l'avais été. Bientôt, elles meubleraient mon nouvel appartement, créant un foyer entièrement mien, construit sans compromis ni besoin de mériter l'approbation. Une semaine après mon départ, le ton des messages de ma famille a commencé à changer. La colère de papa a fait place à des questions confuses. Les accusations de maman se sont transformées en supplications larmoyantes. Camille, de manière surprenante, a envoyé un seul texto qui se démarquait des autres. Je comprends maintenant. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu avais contribué à la maison. Je suis désolé. C'était la première reconnaissance sincère de l'un d'entre eux, et bien que cela n'efface pas des années de favoritisme, c'était comme la première fissure dans un mur très épais. Alors que je me préparais à emménager dans mon nouvel appartement, je ressentais à la fois du deuil et de l'espoir à parts égales. Je pleurais la relation familiale que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais vraiment eue. Pourtant, j'étais pleine d'espoir quant à la vie que je construisais, une vie où ma valeur n'était pas déterminée par la comparaison avec quelqu'un d'autre. Nantes me semblait déjà plus un foyer que je ne l'avais prévu. Les paysages de la ville, de l'eau aux forêts denses en passant par les ponts, semblaient refléter le terrain émotionnel que je naviguais. Parfois difficile, souvent beau,
et rempli de possibilités que je n'avais pas encore découvertes. Mes parents et Camille sont rentrés dans une maison étrangement silencieuse ce dimanche après-midi. Leur vol de la Réunion avait été retardé, ils sont donc arrivés fatigués et irritables, s'attendant au confort d'un environnement familier après leur long voyage. D'après ce que Camille m'a raconté plus tard, ils ont franchi la porte avec leurs valises, appelant par habitude « Solène, tu es là ». Bien sûr, il n'y a eu aucune réponse. Papa est allé poser les bagages dans le salon et s'est arrêté net. « Où est la télé ?» a-t-il demandé, fixant le meuble TV vide. Maman s'est dirigée vers la cuisine pour préparer du café, pour découvrir que la machine à expresso haut de gamme avait disparu de sa place habituelle sur le comptoir. « La machine à café a disparu », a-t-elle crié, la confusion évidente dans sa voix. Camille est montée dans sa chambre, qui était intacte, puis a vérifié la chambre d'amis où plusieurs meubles avaient été retirés, laissant des espaces vides bien visibles. Ils se sont retrouvés dans la cuisine où ma lettre attendait sur la table. Papa l'a lu à voix haute, sa voix de plus en plus tendue à mesure qu'il assimilait mes mots. Nantes. Elle a déménagé à Nantes sans nous le dire, a interrompu maman, incapable de comprendre l'ampleur de ma décision. Ils ont commencé à parcourir la maison, cataloguant tout ce qui manquait. La tondeuse à gazon du garage, les manteaux d'hiver que j'avais achetés pour tout le monde le Noël précédent, l'ensemble complet de casseroles et de couteaux de la cuisine, les bibliothèques et leur contenu du bureau. Des objets, grands et petits, qu'ils avaient tenus pour acquis, étaient maintenant manifestement absents. Elle ne peut pas simplement prendre des choses de notre maison, a crié papa, attrapant son téléphone pour m'appeler. Relis la lettre, a dit doucement Camille. Tout ce qu'elle a pris, c'est elle qui l'a payé. C'est à ce moment-là que les messages frénétiques ont commencé, les messages vocaux de plus en plus en colère, les exigences d'explication au-delà de ce que j'avais déjà fourni dans ma lettre. J'ai appris tout cela plus tard, reconstitué à partir de textos, d'appels et, finalement, de conversations plus mesurées. À l'époque, j'étais concentré sur l'installation de mon nouvel appartement à Nantes, l'organisation des livraisons de meubles et l'adaptation à ma routine de télétravail. 3 jours après leur retour, papa a appelé alors que je travaillais dans mon café préféré. J'avais ignoré leurs appels, mais quelque chose me disait qu'il était temps de répondre. « Solène » a-t-il dit, sa voix inhabituellement sobre. « Nous devons parler de ça. » Je pense que ma lettre a tout expliqué assez clairement, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. « Tu ne peux pas partir comme ça. Nous sommes ta famille. » Oui, vous l'êtes. Et les familles sont censées faire en sorte que chaque membre se sente valorisé. Nous te valorisons, a-t-il protesté. Nous l'avons toujours fait. Papa, s'il te plaît, non. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Un long silence a suivi. Je pouvais l'entendre respirer, probablement en difficulté pour savoir quoi dire ensuite. La télé, a-t-il finalement commencé. Je l'ai achetée il y a 3 ans quand tu te plaignais de regarder le football sur l'ancienne, les jeux interrompus. Le ticket de caisse était dans le tiroir en dessous. Et la tondeuse à gazon, ton cadeau d'anniversaire d'il y a 2 ans. Un autre silence. Je ne m'en étais pas rendu compte, a-t-il laissé échapper. C'est une partie du problème. Vous n'avez jamais réalisé à quel point je contribuais parce que vous ne me voyez jamais vraiment. La conversation s'est terminée maladroitement, papa me demandant de reconsidérer ma décision et moi déclarant fermement que ma décision était finale. Ce n'était pas satisfaisant, mais c'était un début. La première conversation où j'avais affirmé ma vérité sans reculer face à son inconfort. L'approche de maman était différente. Elle a laissé des messages vocaux larmoyants sur la loyauté familiale et sur le fait que les enfants ne devraient pas abandonner leurs parents. J'ai répondu par de brefs textos bienveillants, réitérant mes limites et les raisons de ma décision. La réaction la plus surprenante est venue de Camille. Une semaine après leur retour, elle a appelé tard un soir. « On peut parler ?» a-t-elle demandé quand j'ai répondu. « Juste nous deux. »« Bien sûr » ai-je répondu, prudente. « Je n'en avais aucune idée » a-t-elle commencé, sa voix inhabituellement humble, « de toutes les choses que tu as achetées pour la maison, de ce que tu as ressenti toutes ces années. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Je sais, je n'ai pas écouté. Aucun de nous ne l'a fait. » Elle a fait une pause. « Ta lettre m'a fait réaliser des choses sur moi-même qui ne sont pas très flatteuses. » Comme quoi, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Que j'ai été égoïste. Que j'ai profité de la façon dont maman et papa te traitaient. Que je ne t'ai jamais défendu quand j'aurais dû le faire.
Une autre pause. Et que peut-être j'étais jalouse. Jalouse de quoi? De ton indépendance, de ton succès, de la vie que tu as construite sans l'aide de personne. Elle a soupiré. Je n'ai jamais eu à faire beaucoup d'efforts pour quoi que ce soit. Toi, tu as travaillé pour tout ce que tu as. C'était peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Bien que cela n'efface pas des années de blessures, cela a ouvert la porte à une relation potentiellement différente à l'avenir. Les semaines qui ont suivi ont apporté d'autres confrontations et révélations. Les membres de la famille élargie ont commencé à appeler, ayant entendu différentes versions de ce qui s'était passé. Ton père dit que tu as volé des meubles de leur maison, a dit ma tante, Sophie, d'un ton désapprobateur. J'ai pris les articles que j'ai achetés moi-même, les jeux corrigés. Voudrais-tu que je t'envoie les reçus? Eh bien, non, mais, a-t-elle balbutié. Ce n'est tout simplement pas comme ça qu'une famille se comporte. Je suis d'accord. Une famille ne devrait pas constamment faire en sorte qu'un de ses membres se sente moins valorisé qu'un autre. Ces conversations étaient difficiles, mais clarifiantes. Pour la première fois, je n'acceptais pas le récit familial sans le remettre en question. J'exposais mon expérience et je restais ferme sur mes limites. Papa a essayé une approche différente ensuite, menaçant de venir à Nantes pour régler les choses en personne. J'ai calmement expliqué que je ne le rencontrerais pas s'il venait sans y être invité et que toute tentative de forcer une réconciliation ne ferait que m'éloigner davantage. J'ai besoin de temps et d'espace, lui ai-je dit, et de preuves que vous comprenez pourquoi je suis parti. Quel genre de preuves, a-t-il demandé, frustré. Une reconnaissance du schéma, des excuses pour le mal causé, un engagement à changer si nous voulons avoir une relation à l'avenir. Il a raccroché sans répondre. Maman a adopté une approche plus douce, envoyant un paquet de photos de famille et une lettre larmoyante sur le fait que je lui manquais. Bien que touchant, cela manquait notamment de toute reconnaissance de son rôle dans la dynamique qui m'avait poussé à partir. Je lui ai répondu en la remerciant pour les photos, mais en réitérant que la réconciliation nécessiterait une reconnaissance honnête du passé, pas seulement des appels émotionnels aux liens familiaux. Camille, de manière surprenante, semblait être celle qui réfléchissait le plus. Elle envoyait des textos occasionnels qui montraient une véritable réflexion. J'ai retrouvé mon journal intime du lycée. J'ai réalisé à quel point je manipulais souvent les situations pour détourner l'attention de toi. Je suis vraiment désolé. Et plus tard, j'ai regardé des albums photos aujourd'hui. J'ai remarqué que sur chaque photo de famille, je suis au milieu avec maman et papa et tu es à l'extérieur. Je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais vu ça avant. Ces petites reconnaissances signifiaient plus que les grands appels émotionnels de mes parents. Elles montraient qu'au moins un membre de la famille était prêt à voir la vérité. Environ un mois après mon départ, papa a appelé avec un ton différent. Le voisin a posé des questions sur la tondeuse à gazon, a-t-il dit. J'ai dû lui dire que tu l'avais prise quand tu as déménagé. Il a semblé surpris. Il a dit que tu étais toujours si serviable avec les travaux de jardinage et les projets de la communauté. J'essayais de l'être, ai-je répondu. Il m'a demandé pourquoi tu étais parti si soudainement. La voix de papa est devenue basse. Je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous avions fait des erreurs. Que nous n'avions pas été justes avec toi. Il s'est raclé la gorge. C'était difficile à admettre, mais c'est vrai. C'était la première véritable reconnaissance de sa part. Petite mais significative. Pas assez pour tout guérir, mais un début. Alors que je m'installais plus profondément dans ma vie à Nantes, la communication constante de Lyon a progressivement diminué. Ma famille a commencé à accepter que ma décision n'était pas une réaction émotionnelle temporaire, mais un choix réfléchi pour mon bien-être. J'ai maintenu des limites fermes, ne m'engageant que dans des conversations qui respectaient mon expérience et n'essayaient pas de minimiser les schémas qui m'avaient poussé à partir. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais chaque semaine qui passait, je me sentais plus confiante dans ma décision. Mon nouvel appartement s'est lentement transformé en un foyer rempli à la fois des objets que j'avais récupérés de Lyon et de nouvelles pièces qui représentaient ce chapitre de ma vie. Chaque ajout a été choisi avec intention, créant un espace qui reflétait qui je devenais plutôt que qui j'avais été forcé d'être. 6 mois après mon départ spectaculaire, Nantes me semblait vraiment être chez moi. Mon appartement donnant sur l'île de Nantes avait pris ma personnalité, avec de grandes fenêtres qui accueillaient les rares jours ensoleillés et créaient des coins lecture douillés pendant les pluies fréquentes. J'avais établi de nouvelles routines, les samedis matins au marché de Talensac,
les randonnées dominicales dans les forêts voisines lorsque le temps le permettait, les dîners en semaine avec le cercle restreint mais grandissant d'amis que je m'étais fait. Mon arrangement de télétravail prospérait, ma patronne commentant que ma créativité semblait avoir atteint de nouveaux sommets. Quoi que vous ayez trouvé à Nantes, a dit Jeanne lors de notre bilan trimestriel, ça vous réussit. Ce que j'avais trouvé, c'était moi-même, libéré des attentes familiales et des schémas qui m'avaient limité pendant des décennies. Le processus de guérison n'était pas linéaire. Certains jours amenaient des souvenirs douloureux ou des doutes sur ma décision. La thérapie avec le docteur Fournier se poursuivait, maintenant par appel vidéo, m'aidant à gérer à la fois le deuil et la croissance alors que je construisais cette nouvelle vie. La guérison ne signifie pas l'absence de douleur, m'a-t-elle rappelé lors d'une séance particulièrement difficile après un appel téléphonique tendu avec mes parents. Cela signifie que la douleur ne contrôle plus vos choix. La saison des fêtes loin de ma famille a été à la fois difficile et libératrice. Thanksgiving avait toujours été passé à Lyon, où je faisais une grande partie de la cuisine tout en recevant peu de reconnaissance. Cette année, Sarah et moi avons organisé un Friendsgiving pour d'autres personnes qui ne pouvaient pas ou choisissaient de ne pas rentrer chez elles. À la famille choisie, a porté un toast Sarah, levant son verre autour d'une table d'étrangers relatifs qui s'étaient réunis pour créer quelque chose de significatif. Noël a présenté des défis différents. La culpabilité familière a refait surface lorsque maman a appelé, la voix tremblante, pour me demander si je rentrerais à la maison pour les fêtes. Pas cette année, ai-je dit doucement mais fermement. J'établis encore des limites et j'ai besoin de plus de temps. À la place, j'ai fait du bénévolat dans un centre communautaire local pour servir des repas, puis j'ai passé le réveillon de Noël avec une collègue et sa femme, qui m'avaient accueilli dans leur tradition de plats chinois et de films classiques. Ce n'était pas ce avec quoi j'avais grandi, mais cela m'a rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie pendant les fêtes de famille depuis des années. Ma relation avec chaque membre de ma famille a évolué différemment au cours de ces mois. Papa était lentement passé de la colère à une acceptation à contre-cœur, puis à des tentatives hésitantes de compréhension. Nos conversations restaient quelque peu formelles, mais n'étaient plus hostiles. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il admis lors d'un appel téléphonique en février, sur le fait de ne jamais te sentir aussi importante que Camille. Je ne voulais pas y croire, mais avec le recul, je peux voir pourquoi tu as ressenti ça. Ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était un progrès. Maman oscillait entre des appels émotionnels et de véritables efforts pour se connecter à ma nouvelle vie. Elle posait des questions sur Nantes, mon appartement, mes nouveaux amis, écoutant réellement les réponses au lieu de rapidement tourner la conversation vers Camille comme elle l'aurait fait autrefois. Tu me manques, disait-elle à la fin de nos appels. Mais je comprends pourquoi tu avais besoin de partir. La transformation de Camille a peut-être été la plus surprenante. Après la blessure et la confusion initiale, elle avait commencé sa propre thérapie, examinant son rôle dans notre dynamique familiale. Je n'ai jamais réalisé à quel point j'ai bénéficié d'être la favorite, a-t-elle avoué lors d'un de nos appels de plus en plus fréquents. Ce n'était pas bon pour moi non plus, à bien des égards. Ça m'a rendue dépendante et pleine de droits. Elle avait commencé à suivre des cours de gestion financière et cherchait son premier emploi sérieux, n'étant plus contente de dépendre du soutien de nos parents. Chaque petit pas vers l'indépendance semblait augmenter son empathie pour mon expérience. En mars, mes parents ont suggéré une thérapie familiale. Nous voulons mieux comprendre, a expliqué papa. Et peut-être trouver un moyen d'avancer qui reconnaisse les besoins de chacun. J'ai accepté avec prudence et nous avons commencé des séances vidéo mensuelles avec un thérapeute familial. Les premières étaient tendues et larmoyantes, avec de vieux schémas menaçant de réapparaître, mais peu à peu, des progrès timides ont émergé. Lors d'une séance décisive, maman a finalement reconnu le favoritisme directement. Nous t'avons traité différemment, Solène. Je le vois maintenant. Nous attendions plus de toi et nous te donnions moins. Ce n'était pas juste, et je suis vraiment désolé. Ces mots, si longtemps attendus, m'ont mis les larmes aux yeux. Non pas parce qu'ils effaçaient le passé, mais parce qu'ils validaient ce que j'avais ressenti pendant tant d'années. Merci, ai-je dit simplement. Ça compte beaucoup. La thérapie nous a aidés à développer de nouvelles façons de communiquer, avec des limites plus claires et des expressions plus honnêtes des besoins et des sentiments. Ce n'était pas parfait, mais c'était plus sain que tout ce que nous avions réussi à faire auparavant. Alors que le printemps arrivait à Nantes, apportant les cerisiers en fleurs et des jours plus longs, je me suis sentie prête pour une nouvelle étape prudente. J'ai invité mes parents à me rendre visite, en fixant des paramètres clairs, un hôtel plutôt que de rester avec moi,
un itinéraire limité et la compréhension qu'il s'agissait de construire une nouvelle relation, pas de revenir aux anciens schémas. Leur visite a été à la fois maladroite et curative. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte moins intimidants que les figures parentales qui avaient pris tant de place dans mon esprit. Nous avons visité le marché de Talensac, pris le navibus pour 30 mots et eu plusieurs longues conversations dans des lieux publics neutres où tout le monde est resté sur son meilleur comportement. Le dernier soir, papa a regardé autour de mon appartement, admirant l'espace que j'avais créé. « Tu as construit quelque chose de beau ici », a-t-il dit, une admiration sincère dans sa voix. Toute seule. Pas entièrement toute seule, l'ai-je corrigé, en pensant à Sarah, à mes nouveaux amis, à ma thérapeute, à toutes les personnes qui avaient soutenu mon parcours. J'ai appris que l'indépendance ne doit pas signifier l'isolement. Alors qu'il se préparait à partir, maman m'a serré dans ses bras avec précaution, respectant les limites physiques et émotionnelles que j'avais établies. « Nous essayons de faire mieux », a-t-elle murmuré. « J'espère que tu peux le voir. » Je le vois, l'ai-je assuré. Et j'apprécie. Après le retour à Lyon, notre relation a poursuivi son évolution timide. Des appels réguliers, des conversations vidéo occasionnelles, des discussions honnêtes lorsque de vieux schémas menaçaient de refaire surface. Ce n'était pas l'amour inconditionnel que j'avais autrefois désespérément cherché, mais c'était quelque chose de plus honnête et finalement de plus précieux, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Tout au long de ce parcours, j'ai découvert des vérités qui ont transformé ma compréhension de la famille, de l'amour et de l'estime de soi. Que parfois, aimer quelqu'un signifie créer une distance qui vous permet à tous les deux de grandir. Que le pardon n'exige pas de retourner dans des situations néfastes. Que la famille peut être à la fois les personnes qui partagent votre sang et celles qui partagent vos valeurs. Que poser des limites n'est pas égoïste. C'est un acte de respect de soi qui profite finalement à tout le monde. Plus important encore, j'ai appris que ma valeur n'a jamais été déterminée par la capacité de ma famille à la voir. Elle existait indépendamment, attendant que je la revendique pour moi-même. Un an après mon départ, je me suis assise sur mon balcon, regardant le coucher de soleil sur Nantes, réfléchissant à tout ce qui avait changé. La douleur n'avait pas entièrement disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose d'utile, un rappel d'où j'étais venu et du chemin parcouru. Mon téléphone a vibré avec un texto de Camille. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi pour tout. J'ai souri en tapant en retour, merci. Je suis fier de nous deux. Le voyage de la fille invisible à l'adulte confiante qui pose des limites n'a pas été facile. Mais alors que je regardais la ville qui m'avait accueilli à mon moment le plus vulnérable et m'avait aidé à devenir ma version la plus forte, je savais avec une certitude absolue que me choisir avait été la décision la plus importante de ma vie.